On va passer à la session suivante. Alors, autre thématique, autre domaine d'action, le domaine de la prévention et e-santé. Et donc, comme je vous l'avais annoncé ce matin, Anne-Laure Coury, qui est directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la CNAM, est en train de nous rejoindre, de même que Pierre Traîneau, directeur général du CATEL. Bonjour. Alors, la prévention, c'est un domaine où il y a beaucoup de travail à faire et où la e-santé peut être très utile. Alors là, on va au plus proche encore du patient. Prévention avant qu'il y ait des problèmes, après, pendant. Il y a plein de choses à faire. Et c'est pourtant un domaine dont on entend assez peu parler et voilà, on constate moins de projets que dans d'autres domaines. On a décidé de parler de thématiques un peu plus difficiles cet après-midi, qui rassemblent peut-être moins de gens, et on est ravis que vous soyez là aujourd'hui. Alors, il y a plein d'autres chantiers en cours au niveau de la CNAM. Il y a beaucoup d'actualités, et vous allez pouvoir nous parler de l'ensemble de ces sujets. Peut-être, Pierre, tu voulais dire un mot également. Quelques mots pour accueillir Anne-Laure Coury. Donc, en lui souhaitant vraiment la bienvenue à l'occasion de cette 19e édition du rassemblement des territoires, évoquant les bonnes pratiques de la santé connectée. Merci d'être là. Nous sommes vraiment très heureux. On dit de vous que vous êtes la numéro 2 de la CNAM, que vous êtes déléguée à la gestion et à l'organisation des soins de la CNAM. Vous allez nous dire en quoi cela consiste. Nous sommes très heureux de votre présence au regard de l'actualité extrêmement riche de l'assurance maladie aujourd'hui. Très heureux de faire le constat, et je permets de le partager, d'une présence de l'assurance maladie de plus en plus marquée en termes de communication, en termes de partage, et de partage de l'état d'avancement de vos travaux en la matière. Et je dois dire, parce que nous avons eu cette chance très régulière ces dernières années, d'avoir des intervenants de la CNAM. Donc la dernière fois, c'était CATEL Paris. Il y avait 3 interventions de l'assurance maladie. Et donc de façon très marquée, nous avons pu constater à la fois, c'est évidemment l'implication de l'assurance maladie, mais surtout ce que je voudrais souligner, c'est la volonté de partager avec la communauté là où ça fonctionne bien, là où c'est plus difficile, quelle est votre analyse. Et en tout cas, sachez que la communauté apprécie beaucoup cela. Il n'y a rien de pire que d'avoir juste des chiffres et puis on va en parler des chiffres. Certains sont très bons, d'autres sont un peu moins bons. Pourquoi ? Que faut-il faire ? Est-ce que vous pouvez aussi vous appuyer sur cette communauté qui n'est pas non plus sans rien faire, en tout cas qui n'est pas sans espérer. Donc merci d'être là. On vous a proposé, en accord avec vous, d'évoquer 3 sujets. Premièrement, l'avancement des DMP. Où est-ce qu'on en est ? Combien de DMP sont-ils ouverts ? Combien sont-ils renseignés ? C'est une chose que d'ouvrir son DMP, c'est autre chose que de le renseigner, que de s'en servir tous les jours. Quels sont les impacts attendus ? Parce que ce n'est pas un outil en soi, mais c'est à quoi ça doit servir. Est-ce qu'il y a déjà des retours, on va dire, des mesures d'évaluation ça a permis de modifier la coordination des soins. C'est un outil avant tout de coordination des soins. Ça, c'est pour le DMP. Le deuxième point qu'on vous a proposé de traiter, ce sont les actions de la CNAM en faveur de la prévention. Cécile l'a dit, l'a rappelé, c'est vrai que c'est un sujet qui est peu traité. Nous-mêmes, nous devons le reconnaître, on ne l'a que très peu traité ces dernières années. Et cela va changer. Cela va changer. C'est une volonté de l'État. C'est un besoin des citoyens patients que nous sommes tous. C'est aussi une prise de conscience de tous les acteurs. Donc ce sujet prévention, vous allez le traiter au travers de toute l'offre déjà opérationnelle que vous avez pu déployer. En particulier, vous allez faire un focus sur les services de Sophia. Et dernier point, on vous a proposé de traiter, parce qu'on ne pouvait pas ne pas en parler, évidemment, c'est le premier bilan des téléconsultations depuis l'entrée, il y a plus de 6 mois maintenant, dans le droit commun de la téléconsultation. Vous pourrez aussi dire un petit mot sur la téléexpertise, pourquoi pas, mais je crois que là c'est un peu jeune, c'est certain, ça fait moins longtemps qu'effectivement que côté téléexpertise il est possible de l'utiliser, l'entrée dans le droit commun de cet acte. Mais là aussi, combien d'actes
On l'a vu dans la presse, bien, quels sont les usages, quel type de consultation, quel territoire. Et enfin, on vous a proposé de terminer sur des perspectives. Parce que ce qu'on peut constater au fil des années, c'est que la frontière entre le préventif et le curatif a tendance à s'estomper. On n'y voit plus bien clair. Et ce qu'on vous propose, c'est de terminer sur un peu les perspectives que vous imaginez en matière de téléconsultation, qui est là aujourd'hui mise au service du curatif, à quelle échéance on peut imaginer que ça puisse aussi servir au préventif. Merci encore d'être là, c'est à vous. Bonjour à tous, merci pour votre invitation, effectivement. Et donc, je vais dérouler par rapport au questionnement qu'on avait préparé ensemble et rebondir par rapport à la question qui a été posée. Est-ce que vous avez ouvert votre dossier médical partagé? En tous les cas, j'espère. Sachez que c'est très facile si vous allez notamment en pharmacie, puisque quel que soit votre régime, vous pouvez avoir les pharmaciens. Aujourd'hui, 40% des dossiers médicaux partagés sont ouverts par les pharmaciens. Vous pouvez aussi le faire sur Internet, mais là, ça va dépendre un petit peu de votre régime. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais voilà, si vous le souhaitez, allez voir votre pharmacien et il vous ouvrira votre dossier médical partagé. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a 4,8 millions à peu près de dossiers médicaux partagés qui sont ouverts. On a lancé la généralisation de cet outil début novembre, après avoir pris un certain temps entre le moment où la loi nous a confié le projet du DMP et puis donc sa généralisation. Vous avez vu qu'il y a eu un peu de temps qui s'est déroulé. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? En fait, on a beaucoup écouté. Et on a tiré des conclusions. On a tiré la conclusion qu'effectivement le premier reproche qui était fait, c'était la création, qu'il y avait une difficulté puisque jusqu'alors la création reposait principalement sur les médecins et qu'on voit qu'aujourd'hui il y a un problème de temps et que c'était pas possible. Et donc de leur demander de créer massivement des DMP. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé pour que les pharmaciens puissent le faire. On a passé un accord conventionnel avec eux et on les rémunère 1 euro par création de dossier médical partagé. Puis parce qu'on sait aussi que comme ils ont ouvert des dossiers pharmaceutiques de manière massive, ils ont l'habitude, ils savent ce que c'est et voilà, ils savent aussi l'expliquer aux patients. Donc on a travaillé sur cette question, on s'est rendu compte qu'il y a le problème de la création. Donc on a travaillé avec les pharmaciens, on a travaillé pour permettre aux assurés eux-mêmes, parce que c'est très important dans la logique même du dossier médical partagé que les assurés s'approprient cet outil dès le départ, dès sa création, donc pour qu'ils puissent le faire sur le site internet qu'on a ouvert à cet effet. Donc on a travaillé sur la création. Les caisses elles-mêmes maintenant ouvrent aussi des DMP. C'est important parce qu'on a beaucoup de passages dans nos caisses. Je parle des caisses assurance maladie régime obligatoire, mais vous avez aussi la mutualité agricole aussi qui le fait pour ses ressortissants. Et on a énormément de passages dans nos caisses et ça répond aussi à un public des fois peut-être plus fragile, etc. Donc ça nous permet aussi d'expliquer plus longuement ce que c'est que le dossier médical partagé à ces populations. Donc on a travaillé sur ça. Premier bilan, il y avait un problème sur la création, qui crée les DMP. Ça ne pouvait pas reposer uniquement sur les médecins. C'est pour ça qu'on a travaillé à des nouveaux canaux de création. Et donc, je vous dis, aujourd'hui, on est à 4,8 millions de dossiers médicaux partagés créés. On a travaillé sur la création, puis bien sûr, le deuxième sujet, c'est l'alimentation. C'est ce que vous posiez tout de suite comme question. Est-ce que les dossiers médicaux partagés sont alimentés? Et on sait qu'avant, 50%, ils étaient vides. Voilà. Donc, on a travaillé à l'alimentation en historique du remboursement des dossiers médicaux, des DMP. Et donc aujourd'hui, quand vous ouvrez votre DMP, il y a un petit délai, mais au bout de quelques heures, vous avez votre historique du remboursement, qui n'est pas un historique du remboursement de même nature exactement que ce que vous receviez avant dans votre décompte de Sécu. On y a travaillé pour, à partir de nos bases de données, essayer de donner l'information la plus médicalisée possible dont disposer. Bien sûr, à chaque fois, tout repose sur ce qui est issu de la facturation, donc des feuilles de soins.
Mais par exemple, là, vous avez vraiment, quand on a la codification de certains actes, alors qu'avant ça n'apparaissait pas, on sait le type de spécialiste que vous avez vu, etc. Donc on a vraiment cherché, autant que faire se peut, bien sûr, à médicaliser l'information qui était mise dans l'historique du remboursement pour que ça puisse être le plus utile possible aux professionnels de santé qui allaient consulter le DMP dès l'ouverture. Donc aujourd'hui, les dossiers médicaux partagés sont bien alimentés en historique du remboursement. Et parce qu'on est rentré dans cette logique de création de masse, c'est d'ailleurs ce qu'on espérait, on enclenche un mécanisme d'alimentation. Sur le dossier médical partagé, c'est un dossier qui a son historique, comme vous le savez. On a réfléchi à comment est-ce qu'on allait créer les meilleures conditions possibles pour que le dossier médical partagé convainque finalement les professionnels de santé et la population qu'il allait leur rendre des services. Et donc, il y avait un moment où il fallait commencer, donc on s'est dit il faut créer. Tant qu'on ne crédibilise pas le processus de création, ça va être difficile de convaincre les établissements de santé, les professionnels de santé, de faire les modifications de leur système d'information pour rendre leur système compatible, DMP compatible, etc. Donc il faut les convaincre que oui, le DMP, c'est bien un intérêt de santé publique, c'est bien un vrai intérêt pour l'ensemble de la population, et donc on y va. Et donc maintenant qu'on a lancé ce processus de généralisation, on suit avec beaucoup d'attention comment ça se met en place dans les établissements de santé, en lien avec le ministère, qui vous a peut-être parlé tout à l'heure notamment du programme Open, donc hôpital numérique, qui en cohérence, bien sûr, avec le fait que le DMP est un outil jugé central, valorise au sein des établissements de santé le fait d'être DMP compatible et d'alimenter le DMP. Donc les établissements de santé, nous, on suit la montée en charge. J'ai pas tous les chiffres là, mais on suit semaine après semaine le nombre d'établissements de santé, notamment de CHU, qui progressivement rentrent dans un processus d'alimentation du dossier médical partagé. On est aussi en lien étroit avec les différents professionnels de santé, les radiologues, les biologistes, pour qu'ils rentrent dans un processus d'alimentation. Donc c'est un processus qui est en cours. Ce qui est très intéressant, c'est le soutien apporté par les patients à cet outil. Lorsqu'on a fait la conférence de presse annonçant la généralisation du dossier médical partagé en novembre, France Asso Santé était avec nous. France Asso Santé, je ne sais pas s'ils sont venus parmi vous aujourd'hui, mais ils ont fait un sondage avant pour voir quelles étaient les attentes, les craintes des patients. Ils ont vraiment travaillé beaucoup en profondeur sur l'outil pour se convaincre aussi de son intérêt. Et ils en ont été convaincus, donc ils ont porté, vous avez peut-être vu dans des communiqués l'intérêt qu'ils voyaient au déploiement pour les patients du dossier médical partagé. Et donc, dans le dossier médical partagé, je pense aussi que les patients ont un rôle tout à fait central. Il y a si vous avez votre DMP, vous avez peut-être vu que vous pouvez télécharger très facilement des documents papier aujourd'hui que vous avez conservés. Vous avez des chances d'avoir peut-être, avant de les perdre, photographiez-les et vous pourrez les mettre dans une partie qui est réservée aux annotations personnelles et à l'alimentation par le patient pour que le patient commence à s'approprier cet outil et en voit les intérêts. Alors, si vous avez ouvert votre dossier médical partagé, vous avez vu que vous pouvez le télécharger sur une appli aussi. C'était ça aussi qui était demandé dans ce qui ressortait des besoins. Vous verrez que c'est un outil qui peut vous paraître tout à fait insatisfaisant au départ. Bon, il est encore très critiqué. Un exemple, je pense par exemple, parce que le dossier médical partagé, c'est pour le patient, mais c'est pour le professionnel de santé. Il y a les documents, par exemple, ou les éléments apportés par le patient sont dans un espace à part. Le patient, par exemple, il ne peut pas faire un commentaire ou apporter des éléments complémentaires sur un compte-rendu de biologie, si jamais il veut la noter, ou un compte-rendu de radio. Voilà. Il y a vraiment deux parties distinctes. Il y a la partie des documents issus et alimentés par les professionnels de santé, puis la partie patient. Ce qui est normal, parce qu'il fallait que les professionnels de santé soient rassurés sur le fait que les documents issus de leur pratique quotidienne
pouvaient pas être touchés, pouvaient pas être manipulés, qu'ils étaient bien intègres. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas hyper facile et hyper lisible quand vous lisez le DMP. Voilà, votre appli, vous vous dites, ah bah tiens, j'aurais bien aimé faire un commentaire. Enfin, on voit, voilà, c'est pas tout aussi interactif qu'on pourrait le souhaiter. Mais après, ce qu'on s'est dit sur le dossier médical partagé, c'est qu'il y a un moment où il fallait commencer. À partir du moment où c'était d'un intérêt central pour la prévention, pour la coordination, pour le partage d'informations, il fallait y aller. Et donc, on est tout à fait conscient que ce dossier médical partagé, il va devoir évoluer assez vite, pour développer des usages à la fois pour les professionnels de santé, qui restent notamment les médecins généralistes à convaincre, puisque les médecins généralistes, pour beaucoup, nous disent qu'eux, ils ont leur logiciel patient, ils ont leur dossier patient, et finalement, le dossier médical partagé ne leur apporte pas d'intérêt qu'ils jugent dirimant. Donc voilà, il va falloir les convaincre. Donc il faut qu'on développe dans le dossier médical partagé des usages, des services, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, des services qui leur soient utiles. Et on pense notamment là, à travailler très vite sur le carnet de vaccination, parce qu'on pense que c'est quelque chose avec peut-être un système expert qui permette aux médecins d'utiliser ce service et de lui apporter vraiment un plus. Et puis on travaille aussi aux usages pour le patient. Et là, dans les prochains développements qu'on souhaite faire, c'est par exemple permettre que les applis utilisées par les patients sur le diabète, Alzheimer ou des choses comme ça, puissent alimenter leur dossier médical partagé pour que le professionnel de santé, demain, puisse y avoir accès et donc puisse partager ses données. Donc, voilà, on est dans un processus en cours qui avance bien, parce que 4,8 millions de DMP, vous regardez, pendant 10 ans, on a créé 500 000, donc là, on voit qu'on est passé à une autre échelle. Un processus d'alimentation automatique, parce qu'il faut que les alimentations par les établissements soient le plus automatisées possible par tous les professionnels de santé. Il ne faut pas qu'ils y passent, il ne faut pas que ça prenne du temps. On voit bien que le temps des professionnels de santé est quelque chose aussi de rare. Donc, le processus d'alimentation le plus simplifié possible est en cours. C'est ça qui va faire que le DMP, après, pourra prendre son essor réel et répondre à tout ce qu'on attend de lui. Après, c'est un processus qui va prendre du temps, on va l'améliorer progressivement, c'est un outil par nature nationale, donc c'est des outils qui sont lourds aussi en termes de développement à faire évoluer. Et il faudra travailler étroitement avec ce qu'on est en train de faire avec Dominique Pont, qui vous a expliqué ce matin ce qu'était l'espace numérique de santé. Et donc vous voyez bien que le DMP, c'est une des briques fondamentales de cet espace numérique de santé. Et donc nous, quand on va, bien sûr, puisque on va travailler étroitement avec le ministère sur le projet espace numérique de santé, il faut que le DMP évolue de manière cohérente avec tout ce qu'on veut faire sur l'espace numérique de santé. Donc on va travailler étroitement avec lui et les services du ministère sur ce sujet. Voilà. Merci pour cet état d'avancement du DMP. Sur le second sujet, les actions en faveur de la prévention. Alors, sur les actions, par rapport à votre question, je ne vais pas vous répondre bien sûr sur tout ce que fait l'assurance maladie en termes de prévention, parce qu'en fait, c'est on veut faire prévention et numérique. Prévention numérique. Parce que c'est en fait une très large part de notre activité aussi. Je vois par exemple dans ma direction, j'ai toute une grosse équipe qui est en charge de tous ces programmes. Sur la prévention en termes e-santé numérique, je voudrais mettre en exergue effectivement ce qu'on fait d'abord dans les programmes dits de disease management, que donc nous on appelle SOFIA, qui sont des programmes d'accompagnement des patients qui ont une pathologie chronique. Donc c'est vrai qu'on s'est centré d'abord sur le diabète et puis après on s'est ouvert à l'asthme. Donc où en fait on a des programmes qui sont créés qui ont 10 ans maintenant. On a à peu près 880 000 patients qui sont inclus dans ces programmes. C'est des gens que nous, Assurance Maladie, on démarche, c'est-à-dire qu'on a connaissance du fait qu'ils sont atteints, qu'ils souffrent de cette pathologie, et donc on leur propose le service, on leur propose de rentrer dans notre dispositif.
Et c'est un dispositif qui leur permet d'accéder à toute une série d'aides, d'informations, d'accompagnement, de e-coaching. Donc c'est quelque chose de très important bien sûr pour nous. On a aussi il y a non seulement de l'information qui est donnée à ces patients sur leur pathologie, du e-coaching et de l'accompagnement avec de l'information donnée sur notre site, et puis vous avez des infirmières aussi conseils qu'on a recrutées, qui sont spécialisées dans l'accompagnement au téléphone de ces patients pour les aider à vivre avec leur maladie, à s'assurer qu'ils ont fait les examens qui étaient nécessaires, parce qu'on sait que sur le diabète, beaucoup de complications se développent, vont être produites alors que la maladie a évolué silencieusement sans qu'on s'en rende compte, et donc il faut absolument que le patient rentre dans un dispositif qui peut lui apparaître contraignant d'aller faire un certain nombre d'examens. Donc c'est là-dessus qu'on travaille avec nos infirmières. Et on a donc développé là des outils de e-coaching qui permettent aux personnes qui sont dans le programme de travailler sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur le tabac aussi, enfin donc un certain nombre d'actions bien sûr travaillées avec les sociétés savantes et avec le ministère pour en élaborer le contenu. Donc là, on a des premiers résultats, parce que Sophia, donc à 10 ans, on a évalué là très récemment l'impact de ce programme sur nos patients, et on voit qu'il a des effets positifs, à la fois sur le respect des examens. Donc pour les personnes qui étaient notamment en écart de soins, on voit qu'on a des résultats. Et puis on voit même qu'au niveau global, Sophia améliore les choses. Alors c'est pas à court terme, c'est-à-dire qu'on voit pour que ça produise vraiment des effets en termes de santé, il faut qu'il y ait du temps. On voit que les premiers résultats significatifs, c'est au bout d'un certain nombre d'années, généralement au bout de ça dépend des indicateurs, mais au bout de la 6e, 7e année. Donc il faut quand même du temps pour que ça conduise à ce qu'il y ait moins de passages dans l'établissement de santé, ou voilà, qu'il y ait des indicateurs qui soient améliorés. Mais c'est un point important, et donc voilà, c'est là qu'on a développé tout ce programme d'information sur la prévention, de e-coaching, et bien sûr d'appui par nos infirmières conseils. Et puis, par ailleurs, on a développé, en même temps que on travaillait sur un certain nombre de politiques de prévention, des applis sur lesquelles on est plutôt bon. Je ne sais pas si vous avez vu nos résultats. On travaille sur l'appli Tabac Info Service, en lien avec Santé publique France notamment. Donc là, on a à peu près, alors je regardais les chiffres, on est à 750 000 téléchargements depuis la mise en ligne de l'application en 2016. Mais on a aussi développé des applis, par exemple en même temps qu'on faisait une campagne sur la lombalgie. Vous savez que bien sûr il y a un souci de prévention sur ce sujet et de traitement. Donc on a toute une communication qui a été travaillée avec les sociétés savantes, et en même temps on a travaillé sur une appli qui s'appelle ActiveDo, qui a été primée à plusieurs reprises. On n'a pas du tout été dans votre sens aujourd'hui, on est resté assis. L'année prochaine, on intégrera de l'activité physique. Dans ActiveDo, vous verrez que assis, on vous donne des conseils. Continuez même en réunion à faire un certain nombre d'exercices que je ne vais pas vous donner, mais vous pouvez serrer les cuisses et tout ça en restant bien droit, et vous avez tout plein de conseils qui vous sont donnés. Et c'est une appli qui... en tous les cas, moi je vois encore les professions telles que les masseurs kinésithérapeutes, j'ai des échanges assez fréquents avec cette profession qui me dit que c'est une appli qu'elle recommande en tous les cas. Donc oui. Donc ça, et puis on a fait pareil, comme on avait notre programme Sophia qui concerne le diabète comme les asthmatiques, on a fait aussi une appli qui s'appelle Asthme Active, et qui vise à aider à contrôler son asthme, à permettre une meilleure adhésion au traitement.
qui sert aussi à gérer les rendez-vous médicaux et à mieux connaître sa maladie. Là, par contre, Activa Asthme, c'est une appli qui concerne aussi un public peut-être un peu plus restreint, mais là, elle a moins pris, puisqu'on est autour de 17 000 téléchargements. Donc, vous voyez, on était à 760 000 sur le coaching tabac info-service. On est à 300 000, pardon, je ne vous ai pas dit, sur Active-Do, et on est à 17 000 sur Asthme Active. Mais bon, on a travaillé en ce sens sur la prévention. Et pour faire le lien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et je pense que Dominique Pont, ce matin, vous en a parlé aussi, parce que quand on a fait notre rapport ensemble avec Dominique en vue de préparer les éléments qui allaient être pris en compte dans la stratégie de transformation du système de santé, c'est vrai que l'idée avec l'espace numérique de santé, c'est que on puisse développer les usages et que les applis puissent facilement être référencées dans cet espace numérique de santé pour que les patients puissent se les approprier, pour que ces applis soient référencées, ce qui pose d'ailleurs d'autres questions qu'on n'a pas encore traitées, mais bon, qu'on va traiter au fur et à mesure qu'on va avancer, et qui donnera une visibilité hyper importante à ces outils qui, pour moi, sont vraiment aussi un moyen de lutter contre les inégalités d'accès aux soins, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que selon si vous avez la connaissance ou pas de ces outils, peut-être que vous n'aurez pas la même connaissance de votre pathologie et que ça peut, bien sûr, conduire à des inégalités dans l'évolution de votre pathologie et sa prise en charge. Donc nous, on suit cette question des applis avec beaucoup d'intérêt et on se pose bien sûr la question de comment on va si on les met sur l'espace numérique de santé, comment on va les référencer. Et j'ai vu que dans d'autres pays, c'est ce qu'on disait dans notre rapport chargé produit, il y avait des choses qui se mettaient en place, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau en France et qu'il va falloir réfléchir là-dessus. Merci. Et concernant le troisième point, le bilan des téléconsultations. Alors, la téléconsultation, c'est effectivement c'est resté expérimental plusieurs années. C'est le gouvernement qui nous a donc confié la charge de négocier avec les médecins la manière dont on allait le prendre en charge de manière classique. Excusez-moi, j'allais éternuer. Donc on a négocié avec les représentants des médecins. Les usagers, enfin les patients ont été associés à la négociation. France Asso Santé est intervenue. Voilà. Aussi pour donner le point de vue des patients sur comment devait être prise en charge la téléconsultation. Et donc, en juin de l'année dernière, on a signé notre avenant sur la téléconsultation. Alors peut-être juste rentrer un tout petit peu sur la philosophie de l'avenant. Parce qu'on arrive au bout du temps. Et les gens qui sont dans la salle... alors juste pour vous dire qu'il y en a 8000. Voilà, c'est ça. Ça rentre. J'avais pas vu, excusez-moi. C'était juste pour préciser que les gens ont suivi l'évolution de la mise en œuvre, puisqu'on en a parlé au cours des précédentes sessions. Excusez-moi, je ne repars pas sur l'origine des sur le bilan. Alors, sur le bilan, on est à 8000 téléconsultations facturées à l'assurance maladie. Donc, au 17 mars, on a fait le bilan. Donc, c'est vrai que par rapport au nombre de téléconsultations qui étaient annoncées de manière, enfin, il y avait plein de chiffres qui circulaient. On voit que c'est une appropriation par les médecins qui prend du temps. Mais nous, à vrai dire, avec les syndicats, on partage complètement cette analyse. Ça ne nous surprend pas plus que ça, puisque la téléconsultation, pour nous, c'est une autre manière de faire la consultation. On l'a fait à distance, mais elle doit s'inclure dans la pratique quotidienne de l'ensemble des médecins sur tout le territoire. Donc il fallait vraiment que tous les médecins, et ça on voit bien que tous les médecins, ça va prendre du temps, rentrent dans une logique où ils modifient, parce que ça change quand même beaucoup les choses dans leur pratique, qu'ils acceptent, qu'ils se forment éventuellement, qui s'organisent aussi, bien sûr, pour pouvoir prendre des rendez-vous, en téléconsultation, etc. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Tous les outils n'étaient d'ailleurs pas disponibles. Il y avait pas mal de questions sur quel outil utiliser pour faire de la téléconsultation. On voit que maintenant, différents acteurs se sont positionnés sur le sujet, et donc ça va faciliter les choses. Mais il fallait aussi que les patients acceptent. Je pense qu'ils sont très demandeurs. D'ailleurs, les médecins aussi. On voit que dans les derniers sondages, on voit que 3 médecins sur 4 disent que ça sera quelque chose de leur quotidien d'ici 10 ans. Mais il faut que tout se mette en place, quoi. Donc, juste
dans la minute qui me reste, vous dire que par ailleurs, donc ça se met en sa place donc progressivement, mais pour nous ça paraît assez normal, parce qu'on a toujours voulu que ça soit quelque chose dans la pratique quotidienne. On ne veut pas que ça soit des plateformes commerciales qui sont offshore en gros et qui offrent de la téléconsultation. Parce qu'on ne veut pas mettre en péril le parcours de soins et tous les efforts qui sont faits sur la coordination. J'arrête tout de suite. Donc voilà, donc c'est normal que ça prenne du temps. Et les pharmaciens et les infirmiers ont signé des accords avec nous, de même que les centres de santé, pour pouvoir rentrer dans le champ de la téléconsultation. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'était très intéressant et c'était important de revenir aussi sur la question du DMP qu'on a évoqué un petit peu de façon légère cette année, qu'on a évoqué lors de d'autres éditions de façon plus approfondie, et ça a été un petit peu aussi un leitmotiv, cette question de l'ouverture du DMP normal. Et de son utilisation. Vous allez sûrement me reposer la question, je pense. Même pour les pratiques de télémédecine d'ailleurs, on a eu des usages assez intéressants. Je peux prendre un commentaire ou une question. Est-ce qu'il y en a dans la salle à Paris, dans les autres salles, puisque nous avons des pitchs après? Non? Je vois... Alors je vais parce qu'à Tizi Ouzou on vous a pas entendu. Est-ce que vous avez des chiffres sur la téléexpertise? Non, pas sur la téléexpertise, c'est trop récent. Donc ça, on fera un bilan un peu plus tard. Merci en tout cas. On n'a pas parlé de Pradou, et on en reparlera parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est un sujet intéressant également. Et voilà, je vous invite à aller voir les documents officiels sur ce sujet-là. Merci beaucoup de votre participation. On va aller... Oui, on peut applaudir. Et avec Pierre Traîneau qui va confirmer, on a eu au tout début du CATEL des moments où c'était très difficile d'avoir la CNAM sur ces sujets-là, et on sent, comme tu le disais Pierre, que ça évolue, on en est vraiment ravis. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux rester? Oui, vous pouvez rester, bien sûr. On a 2 pitchs courts. Et je voudrais qu'on bascule rapidement sur Nantes pour Kipline, qui est une appli qui accompagne au maintien d'une activité physique pour les personnes atteintes du cancer. Ça va vous intéresser aussi puisqu'on parlait d'activité physique. Et là, c'est une étude qui a été faite avec... il y a une étude en cours autour de cette appli avec Atlampol Biothérapie. Donc, je voudrais qu'on bascule sur Nantes. Oui, bonjour. Vincent Tarot, voilà, fondateur de Kipline. Alors vous avez 5 minutes, je rappelle le principe, 5 minutes top chrono, et ensuite on aura un autre pitch, puisque la pharmacie, vous l'avez évoqué avec l'ouverture du DMP, les pharmaciens ont un rôle à jouer dans ces questions d'e-santé, mais sur plein de domaines, téléconsultation, dans plein de domaines, et on a évoqué dans les projets de ce matin des pharmaciens qui étaient impliqués de plus en plus, et on y reviendra. C'est une appli après dont on parlera qui implique le pharmacien pour la prévention. Allez-y, monsieur Tarot. Oui, bonjour. Alors nous, effectivement, on intervient dans le champ de l'activité physique adaptée. On a développé une application pour aider les professionnels de santé à déployer l'enseignement de l'activité physique adaptée dans les parcours patients, essentiellement dans le champ des maladies chroniques. Alors cette solution a la particularité de ne pas être du tout du coaching, mais une solution qui fait jouer les patients avec leur activité physique. On va chercher de la donnée sur des devices, sur leur téléphone, et puis on leur propose de jouer ensemble, ce qui les aide à changer de comportement. Après bientôt 2 ans de déploiement, ce qu'on constate avec les professionnels de santé et les établissements avec qui on travaille, notamment effectivement beaucoup dans le parcours patient autour du cancer, c'est qu'on arrive à faire changer le comportement de manière assez significative, puisqu'on a plus de 65% des patients qui changent de manière durable après 6 mois et 12 mois leur comportement de santé. L'autre constat, c'est que le levier du jeu permet d'engager très fortement. Plus de 70% des patients, 65% des patients à qui est proposée la solution rentrent dans le tunnel, ce qui est très intéressant. Et puis le dernier élément qui est un élément plutôt économique, c'est qu'aujourd'hui, un des freins au déploiement de l'enseignement de l'activité physique adaptée, c'est que ça nécessite beaucoup de présentiel. Il faut que des enseignants se déplacent, des éducateurs sportifs, des kinés, des médecins, pour animer des groupes de patients. Or, avec une solution comme la nôtre, ce qu'on permet, c'est pas du tout de remplacer ce présentiel, mais d'en diminuer la quantité. Donc là-dessus, on est en cours d'études et des études cliniques pour évaluer, mais ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est qu'on arrive à diviser jusqu'à 2 le nombre de séances
Donc en ça, on permet soit à l'enseignant de voir beaucoup plus de patients et aux établissements de pouvoir pérenniser des postes qui parfois sont compliqués à financer. Donc voilà, donc nous sommes basés à Nantes, présents en France. On accompagne effectivement des établissements comme l'IGR, comme la PHP, uniquement sur le plan national aujourd'hui. Merci. Et alors peut-être Linda, vous voulez dire un mot? Vous avez fini, Monsieur Tarot? Est-ce que Linda veut dire un mot sur l'intérêt de cette appli puis l'évaluation en cours? Oui, donc effectivement, l'intérêt pour Kipling d'avoir rejoint l'écosystème nantais, c'est que, bien entendu, il a cité essentiellement des établissements qui étaient hors de notre scope, hors de notre région. Donc nous, on souhaite qu'ils puissent déployer ces applications au sein des établissements de l'Ouest. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont rejoint le pôle. Et je crois qu'il y a des choses qui sont en cours avec l'ICEO, peut-être. Oui, on réfléchit avec ICEO, effectivement, qui est l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Ce qui était intéressant aussi pour nous, c'est qu'on n'est pas du tout une entreprise qui venons du champ de la santé. C'est là où Atlampol nous a accompagnés. On vient du champ de la qualité de vie au travail. Et en fait, en déployant des activités pour lutter contre la sédentarité des collaborateurs, on s'est aperçu que par le jeu, on arrivait à engager très fortement. Et c'est là que des établissements de santé, des médecins sont venus nous voir en nous disant « Mais est-ce que vous souhaiteriez tester votre solution auprès des patients ?» Puisque nous, on a du mal à les engager dans ce changement de comportement et on pense que par le jeu, la convivialité, la création de liens sociaux que permettent les applis aujourd'hui, on va essayer d'améliorer. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans le champ de la santé depuis 2 ans. Et avec beaucoup d'envie aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a rejoint Atlampol et tout l'écosystème nantais autour de la santé. Merci. Il y a de très belles perspectives en fait, sur plein de concerts. Enfin, il y a plein de belles perspectives sur plein de pathologies et chroniques, cancers. Donc on va suivre ça de très près. Merci. Merci beaucoup. On est ravis d'avoir entendu parler de cette appli. Nous aussi, on est intéressés pour la suivre. Je n'ai pas précisé pendant cette journée, mais vous allez retrouver sur le site web de l'événement les informations plus détaillées suite à cette journée. Probablement un compte-rendu sera mis à disposition. Et en tout cas, il y a des vidéos qui vont être mises à disposition. Il y a des diaporamas aussi qui ont été proposés. Il y a des liens de redirection pour approfondir certains sujets si ça vous intéresse. Tout à l'heure, on va parler d'une application qui permet de recenser les bonnes pratiques, mais ce site en recense déjà beaucoup, donc je vous invite aussi à aller y faire un tour et on mettra évidemment le lien pour télécharger l'appli pour aller s'informer sur ce que vous faites sur Nantes. Voilà, merci. On va donc passer sur Toulouse. Est-ce que Toulouse est bien connecté? J'ai pas fait attention. Oui, je vois. Oui, bonjour. Alors, c'est pas un site toulousain en tant que tel. Hein. Vous êtes connecté depuis votre ordinateur pour ce témoignage flash. On voulait absolument ne pas oublier la pharmacie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je voulais... alors, vous allez nous dire rapidement ce que vous faites, mais je voulais surtout vous expliquer le mode de déploiement original, justement, pour susciter le développement des usages en pharmacie autour de la prévention. Même si c'est tout nouveau, hein, votre concept, mais juste, voilà, ce que vous envisagez. D'accord, très bien. Mais tout d'abord, merci de nous avoir invités à l'occasion de cette journée. Donc, très rapidement, PicScience, on développe des dispositifs médicaux pour l'imagerie en dermatologie et notamment pour la prévention, le dépistage précoce du cancer cutané. Aujourd'hui, ça fait presque 7 ans maintenant qu'on est au quotidien à côté des dermatologues et on se rend compte qu'il y a une vraie problématique sur cette profession. On a un nombre qui est en très forte diminution. Aujourd'hui, on a seulement 3400 dermatologues en France, donc un tiers ont plus de 60 ans, ce qui fait qu'on a des délais d'accès à la consultation qui deviennent terribles. Et en face, on a des médecins généralistes qui sont également surchargés, qui doivent reprendre plusieurs spécialités dans leur domaine et qui n'ont pas le temps d'accueillir des patients qui ont des problèmes dermatologiques. Donc l'idée qu'on développe, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui 98% des Français sont à moins de 10 minutes d'une pharmacie et on trouve, et je pense vous le confirmerez à juste titre, que la pharmacie est un point d'entrée futur de la santé pour aider le dermatologue dans cette
dans cette optique de dépistage. Et on a vraiment des bénéfices pour chacun des acteurs, pour le patient qui va trouver une réponse rapide à travers l'officine de pharmacie, pour le pharmacien, bien entendu, qui va retrouver une image médicale sur laquelle il est en recherche actuellement, et évidemment pour le dermatologue qui va traiter, lui, plus de ce qu'on appelle la bobologie en définitive, mais des cas sérieux pour lesquels il a été formé. Alors je veux rassurer tout de suite la CNAM à ce sujet. C'est une solution que nous, on souhaiterait parfaitement intégrer dans le parcours de soins. Et l'objectif n'est pas visé à remplacer le dermatologue, mais à lui apporter un confort et à le faire retrouver son expertise. Donc aujourd'hui, ça se modélise comment ? Ça se modélise sous la forme à la fois d'une application et à la fois d'un dispositif qu'on pourra retrouver en pharmacie. C'est le pharmacien lui-même qui va prendre l'image. Le pharmacien à aucun moment n'émet un diagnostic. Et ensuite, on a une fonction de triage des photographies par une intelligence artificielle et une confirmation en bout de chaîne par des dermatologues qui sont partenaires de notre solution. On travaille maintenant depuis 18 mois à l'établissement de cette technologie qui est basée sur à la fois de la photographie très haute résolution, de la décomposition spectrale et de l'intelligence artificielle, comme je le disais. Et alors, pour conclure, en 2 phrases, mais de quelle façon vous pensez faire le lien avec le bilan beauté ? Ah oui. Et effectivement, on avait élaboré ça en prévision de cette discussion. L'idée, c'est que le pharmacien lui-même doit avoir un retour sur investissement au niveau de l'utilisation de cette technologie, un retour sur investissement rapide. Donc, on a la chance d'avoir développé une technologie qui peut à la fois faire du diagnostic médical et à la fois faire ce qu'on appelle du diagnostic beauté. Donc, on va utiliser cet outil pour lui permettre une rentabilisation immédiate de la solution et ensuite le diversifier sur la partie médicale. Et on est en recherche, si des personnes dans la salle sont intéressées, on est en recherche de fonds pour développer cette solution. Voilà, donc si vous avez envie d'investir dans ce domaine-là, eh bien, prenez contact avec Science. Voilà, on peut faire l'intermédiaire. Merci à tous pour voilà, ce témoignage, à l'ensemble des intervenants qui ont témoigné. Merci de votre participation, Madame Khoury.